Bonjour, dans cette courte vidéo, je voudrais revenir sur deux questions qui m'ont été posées à l'occasion de la dernière vidéo sur la gestion des deux crises, la crise financière de 2009 et la crise Covid de 2020. Alors, ces deux questions, en fait, concernent donc la crise financière de 2008. La première concerne donc l'intervention de l'État des dépenses publiques, et puis l'autre question concerne un phénomène qui est très technique mais très important, le phénomène de la titrisation. Alors, je voudrais revenir sur ces deux points. Le premier point, quelle était donc l'action de l'État en 2009? Alors, dans ma démonstration, j'avais dans la vidéo examiné deux scénarios pour la crise de 2020. Je m'étais demandé si en 2020 l'État n'était pas intervenu, qu'est-ce qui serait passé? Et on avait montré que la dette aurait explosé, puisqu'on serait passé de 100 à 140-150% avant de baisser. Alors qu'avec l'intervention de l'État et par l'intermédiaire notamment de la Banque centrale européenne, la dette qui avait augmenté, de fait, avait quand même été limitée, puisqu'on était passé de 100 points du PIB à 50, à 115. C'est important, mais quand on examine donc la crise financière de 2009, là, l'endettement de l'État, le poids de la dette avant la crise en 2007 était de 65%, et puis après la crise en 2011-2012, on avait atteint le chiffre de 90%, donc une hausse de 35 points. Hein, voilà. Alors 35 points de hausse contre 15 points, et j'avais montré, j'avais dit, bah oui, voilà, en 2000, donc la crise en 2009, l'État n'était pas intervenu, voilà. Alors sous-entendu, il n'était pas intervenu comme dans la crise de 2020. Alors, pour autant, je voudrais un petit peu préciser, est-ce que l'action de l'État, en gros, a été totalement passive? Voilà, durant la crise de 2009-2010, pas tout à fait. Alors, première chose, on va repréciser. Hein. Première chose, oui, l'État est intervenu, voilà, donc c'était le président Sarkozy qui dirigeait le pays, et puis en plus, la France s'occupait, avait la présidente de l'Union européenne, je crois savoir, hein, voilà, et donc il avait donc un petit peu entraîné l'Europe, et il avait, en gros, sauvé les banques. Hein. On a vu, j'avais expliqué que c'était une crise financière qui avait atteint donc l'ensemble des banques américaines, et puis donc des banques européennes, qui avaient un problème de crise de liquidité, donc un problème d'insolvabilité. Et là, l'action de l'État au niveau des banques a été importante et efficace, puisque en 2009, notamment la France, elle a annoncé 360 milliards d'euros pour défendre les banques. Dans les 360 milliards, il y avait 320 milliards qui étaient sous forme de dépôt, de dépôt de garantie pour aider les banques qui avaient ces problèmes de financement. On peut dire qu'en 2009, auprès des banques, c'est l'État qui est intervenu là où manifestement ça aurait été le rôle de la Banque centrale européenne, mais elle ne l'a pas fait. Donc l'État est intervenu, bon, et donc ça a permis de sauver les banques. Et puis, deuxième chose, il y a eu 40 milliards qui ont été utilisés sous forme de recapitalisation. Notamment, je pense, une banque qui s'appelait Dexia, qui était vraiment en faillite. Là, l'État est intervenu donc dans les fonds propres. Donc, il n'y a pas eu une action nulle, hein, mais l'action de l'État a été d'intervenir auprès du système bancaire. Pour le reste, la crise était là. Alors, y a-t-il eu à côté une hausse des dépenses publiques? Non, non. Voilà. Alors comment se fait-il que le déficit ait été aussi important? Deux réponses. La première, c'est que concernant donc l'action de l'État,
les dépenses de l'État au reste de l'économie, au reste de, voilà, de l'ensemble des postes n'a pas bougé. Mais comme il y avait une crise financière, comme il y avait comment dire, une diminution une récession, une diminution du PIB qui a atteint pratiquement 4%, automatiquement, vous avez une baisse des rentrées fiscales, de TVA, d'impôts sur les sociétés, d'impôts sur le revenu, voilà, etc., etc. Donc, le déficit s'explique en partie non pas par les hausses publiques, non pas par les dépenses publiques, mais par tout simplement la baisse des recettes fiscales. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est le poste chômage, avec la hausse du chômage. Alors, le chômage, c'est la sécurité sociale. Bon, ce n'est pas l'État au sens strict, mais quand on parle de dépenses publiques, voilà, les dépenses publiques concernent à la fois les dépenses de l'État et puis, en gros, de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et là, au niveau du poste chômage, oui, là, il y a eu une hausse importante du déficit, puisque d'un seul coup, voilà, il a fallu financer tous ces nouveaux chômeurs. Donc, voilà pour l'explication. Hein. Donc, alors, j'avais expliqué que en maintenant en partie les dépenses publiques qu'on n'a pas ajustées, que c'était important, puisque ça, en gros, ça rejoue le rôle d'amortisseur économique. Si on avait licencié les fonctionnaires, si on avait arrêté de faire des investissements, si on avait arrêté de distribuer, de ne pas payer les chômeurs, de ne pas rembourser la maladie, de ne pas payer les retraites, la récession aurait été beaucoup plus élevée. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que dans la crise, maintenir les dépenses, c'est absolument nécessaire, mais par contre, ce qu'il faut, c'est que dans la même logique keynésienne, hein, c'est quand ça va mieux, voilà, et quand on sort de la crise, voilà, dans ce cas-là, il faut ajuster les comptes, et il faut remettre les compteurs à zéro et diminuer diminuer les dépenses publiques, ce qui n'a pas été fait. Donc ça, c'était pour le premier point. Le deuxième point, la deuxième question qui m'avait été posée, c'est le phénomène de titrisation. Alors, en gros, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. C'est un petit peu compliqué, mais ça recouvre des choses finalement assez simples. C'est quoi? Tout simplement, c'est le fait que les banques américaines, qui avaient accordé beaucoup de crédits aux particuliers, à des clients, on l'avait vu, douteux, hein, voilà, qui étaient à la limite de l'insolvabilité. Et donc, comme les banques savaient que ces clients voilà, étaient un peu difficiles, ils les avaient prêtés à des taux plus élevés, hein, ce qu'on appelle les subprimes, hein, donc des taux plus importants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les banques américaines qui avaient besoin de liquidité, besoin d'argent, qu'est-ce qu'elles ont fait? C'est qu'elles ont créé des entités, dans lesquelles ces entités, elles ont regroupé toutes ces créances qu'elles avaient sur les clients, hein, donc l'argent, voilà, elles ont créé des entités, et puis ces entités, elles les ont, comment dire, elles ont créé elles ont créé des parts, hein, donc, elles ont créé de nouvelles sociétés, à l'actif, j'ai les créances hein, qui sont sur les prêts que j'ai accordés, et puis à l'actif, qu'est-ce que je mets? Ma foi, je mets des parts. Hein, voilà, bon, des parts sociales ou des obligations, voilà, donc je crée de nouveaux titres. Et donc ces titres que je crée sont gagés sur les créances voilà, que j'ai accordées, donc sur les créances sur les personnes à qui j'ai prêté de l'argent. Alors, la banque qui réalise cette opération de titrisation et qui va revendre pour avoir des liquidités, elle sait très bien que ces titres sont assis sur des créances douteuses. Sauf que quand elles vont vendre ces titres qu'elles ont créés sur les marchés financiers, notamment auprès des banques européennes, qu'est-ce qu'elles mettent en avant? Elles mettent en avant le haut rendement de ces titres. Par rapport aux titres classiques qui sont beaucoup plus sûrs et qui rapportent moins. Et donc, voilà. Et donc les banques européennes qui ont acheté ces obligations, ces titres émis par les banques américaines en contrepartie de créances relativement douteuses,
ne savaient pas, quand elles ont acheté ces titres, ce qu'il y avait derrière. Et c'est notamment les banques allemandes qui se sont fait avoir beaucoup parce que, attirées beaucoup par ces rendements importants, elles avaient acheté beaucoup. Mais pour moi, ça ne diminue pas la responsabilité des banques. Parce que quand on achète des choses extrêmement, des titres très élevés, tous ceux qui font un peu de gestion financière savent que sur un graphique, il y a toujours une relation entre le degré de rendement d'un titre et le degré de risque. Voilà. Et donc, plus vous avez de rentabilité, plus vous avez de risques. Voilà. Et donc, le rôle d'un banquier, c'est de s'interroger, c'est d'arbitrer dans son portefeuille. Voilà, si vous avez acheté trop de titres risques, trop de titres qui rapportent beaucoup, vous avez augmenté le risque, voilà, de votre banque. C'est ce qui s'est passé, voilà. Alors que les banques françaises avaient été moins gourmandes, voilà, avaient acheté moins de titres, et elles ont été relativement protégées de ce point de vue. Donc voilà pour répondre donc à 2 questions qui m'avaient été posées sur la vidéo concernant donc la gestion des crises. Donc la prochaine vidéo que je vais mettre en ligne, eh bien, concernera l'intervention, l'action de la Banque centrale européenne. Merci.